Quel rôle a joué la résistance ukrainienne dans la déroute des Russes à Kherson? Le rôle des partisans et de l'espionnage humain a été très important, nous révèle Le Monde que vous avez lu pour nous. Émilie Broussoulou. Absolument, on s'arrête ce matin sur un reportage saisissant réalisé par le journaliste Rémi Ourdan pour Le Monde. Il dresse le portrait de ce jeune Ukrainien. C'est lui, il a 23 ans, il s'appelle Oleksiy Chechine et son histoire est très belle. Il a fait partie des partisans extrêmement actifs dès le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Son village, c'est celui-ci, Shiroka Balka, juste à côté de Kherson. Et voici ce que l'on peut lire dans Le Monde. Lorsque la Russie envahit l'Ukraine le 24 février, eh bien, le premier réflexe d'Oleksiy est, comme des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens, de se précipiter dans un bureau de recrutement de l'armée pour s'engager. Sauf qu'il n'a pas d'expérience et donc il est tout simplement refoulé. On lui dit de patienter. Alors, il retourne dans son village et avec une dizaine de copains, il crée une sorte de milice de maintien de l'ordre. 2 semaines plus tard, lorsque l'occupation russe commence ici dans la région des Kherson, eh bien, il décide de rester ici avec son frère Roman et quelques copains. Et là, il récupère un drone qui se situe dans une école et il commence à observer les mouvements de l'armée russe. Voici ce qu'il explique. Nous sommes des agriculteurs, nous connaissons ces champs et ces sentiers. Lorsque nous repérions une colonne blindée russe, nous savions qu'elle allait forcément prendre tel chemin et passer à tel moment, à tel carrefour. Le Monde raconte alors, le quartier général du général Marchenko et des forces spéciales apprennent aux partisans à utiliser un bot informatique sur la messagerie Telegram. Et une fois le processus bien rodé, eh bien, voici ce que l'on constate. Les partisans constatent donc que leur renseignement déclenche une réplique quasi immédiate de l'artillerie ukrainienne. Lors d'une première opération d'envergure, ils localisent près du village de Pravdin, donc un rassemblement d'une 50aine de chars, de véhicules et de pièces d'artillerie russes dont beaucoup sont détruits. Ça s'est passé donc précisément ici, à Pravdin, juste au-dessus du village d'où est originaire ce jeune paysan. Il avait donc l'alibi parfait. Les Russes nous prenaient pour des fermiers ordinaires. Nous conduisions nos moissonneuses et soit nous faisions semblant de moissonner un champ à côté des soldats russes, soit nous faisions discrètement voler notre drone le temps d'enregistrer la localisation. Alors, ils risquaient leur vie. Ils ont parfois été attrapés par les Russes. Regardez la suite du témoignage. Ils nous embarquaient dans des camions, la tête recouverte d'un sac et nous emmenaient à Kherson pour interrogatoire. Ils nous frappaient, nous torturaient à l'électricité et discutaient devant nous de notre exécution. Alors, vous vous en souvenez, la libération de Kherson a eu lieu il y a seulement quelques jours. Il a pu vivre cette libération, mais seulement c'était depuis l'hôpital parce qu'il a été blessé. Il a reçu un tir dans la jambe, donc il a vécu la libération tout de même de façon très émouvante. Et aujourd'hui, il doit d'abord se soigner, donc il est toujours à l'hôpital. Il a 2 objectifs. D'abord, rejoindre sa femme qui est partie se réfugier au nord-ouest du pays, en Ukraine. À ce moment-là, elle était enceinte de leur enfant. Il va donc rencontrer sa fille pour la première fois. Et l'autre objectif qu'il a, c'est devenir soldat et s'engager dans l'armée ukrainienne. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir fait le résumé de ce récit, en effet passionnant de Rémi Ourdan. Merci à vous. C'est vrai que c'était intéressant de toucher du doigt l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui prennent des risques et qui, amiral, deviennent, je veux dire, des supplétifs. C'est pas ça du tout. Apportent des renseignements et une aide très précieuse pour l'armée régulière. C'est vraiment un mano à mano sur le terrain. Oui, elle devient précieuse parce que souvenez-vous que durant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu du temps quand même pour organiser le travail de petits groupes épars, sans moyens, sans connaissances, etc. Donc, si vous voulez, j'admire totalement ce qu'a fait ce jeune garçon, mais en très peu de temps, en quelques mois, on ne peut pas imaginer que c'était une résistance organisée. Elle est représentative de l'état d'esprit de ces jeunes gens qui soit allaient s'engager, soit se sont mis d'eux-mêmes à la disposition des forces. Moi, je suis très admiratif, mais ça n'était que passager, c'est-à-dire qu'ils ont été occupés, ils ont réagi, maintenant c'est repris. C'est dans les zones importantes maintenant,
ça a été très bien, hein, très, très important, sûrement. Mais c'est dans les zones occupées, pour l'instant, dans le Donbass en particulier, qu'il pourrait se passer quelque chose, mais c'est très difficile parce qu'il n'y a plus que la population russophile, grosso modo. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est ce qui peut se passer par les forces spéciales en territoire russe maintenant. Et ça me paraît beaucoup plus important. Oui, mais le quand même, Kherson était une... Admiration. Admiration, mais pas seulement. Quand même, ça a eu une utilité. Vous avez l'air d'être sur la réserve. Il y a des services de renseignement, si vous voulez, qui étaient capables aussi de discerner ces rassemblements de chars, peut-être avec beaucoup moins de précision localement. Donc vous pensez c'est un peu romancé? Oui, parce que c'est très difficile de faire remonter une observation non recoupée, ensuite qu'elle remonte jusqu'au commandement par Marchenko ou autre, le général dont il a été question. Il y avait un général qui organisait ça. Que ça redescende ensuite, que ce soit mis en musique et que ce soit attaqué. Donc voilà, vous trouvez c'est un peu le roman national des Ukrainiens. Bon, est-ce que vous êtes de cet avis, Olivier? Puis après, Bertrand l'a dit. Ce qu'il faut voir, c'est en dehors de la Crimée, qui est occupée, qui est le nom de base depuis 2014, mais toutes les zones récemment occupées depuis le 24 février et Kherson, c'est intéressant, peut-être qu'on peut le voir sur la carte. Moi, j'ai vu ça pour le livre vers Zaporizhia et vers Vassilivka, qui est le point de passage. Il y a des infiltrations donc de commandos. Donc les forces spéciales, effectivement, y compris à Kherson, de Marchenko, et de Vitaly Kim, qui est le gouverneur assez jeune d'ailleurs sur Kherson, qui a donc ses réseaux aussi. Et on fait passer des informations, et il y a des commandos qui passent. Après, il y a ceux qui sont à l'intérieur des zones occupées, dont le jeune dont on parlait de 23 ans. Il y en a plein d'autres. À Kherson, on parle de cette organisation, le mouvement de résistance, donc l'armée des ombres dont vous parliez, Elisabeth, par rapport à la résistance, et le fameux livre, et le film aussi tiré du livre de Joseph Kessel. Et Ruban jaune, c'est 300 à 500 militants ou résistants qui étaient dans la ville de Kherson. En zone rurale également, ils ont donné, ces partisans, beaucoup d'informations pour les drones en particulier. Alors, c'est extrêmement risqué. Ils ont pris des risques insensés parce que si eux tombent sous la coupe du FSB, du GRU, l'équivalent militaire, c'est des tortures insensées. D'ailleurs, il y a eu près de la centrale Zaporizhia un jeune qui s'est suicidé. D'ailleurs, il a pratiquement filmé, il a dit adieu à sa famille sur une zone sécurisée, sur une messagerie sécurisée. Il s'est suicidé parce qu'il a dit « Ils arrivent, ils m'ont repéré, je vais être tué et torturé auparavant ». Et donc voilà, en tout cas, je pense qu'il y a quand même une relative efficacité parce qu'en même temps, cela participe de l'infiltration aussi psychologique, on va dire, pour dire à la population, nous sommes toujours là. Il n'y a pas que les actions ciblées, il y a aussi le fait qu'on soit là, au-delà du sabotage, au-delà des assassinats. Pour finir, à Kherson, il y a eu des assassinats de dirigeants de l'administration pro-russe par ses partisans avant la chute de la ville. Bertrand Badi. Oui, je voudrais dire non pas quelque chose de contraire, mais quelque chose d'à côté, si vous voulez, qui rehausse ce dont vous venez de parler. Je ne suis pas spécialiste de questions militaires, je ne suis pas témoin et encore moins acteur dans ce conflit, donc je le dis modestement. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important dans la face nouvelle, sinon de la guerre, du moins de la conflictualité depuis 1945. C'est le rôle de plus en plus actif de la société. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un temps où l'occupation devient quelque chose de plus en plus risqué, de plus en plus coûteux, parce que les populations sont de plus en plus actives et réactives. Et quand tout à l'heure je parlais de guerre sociale, ça incluait cette dimension. C'est-à-dire... Pourquoi mesurez-vous que c'est plus actif et plus rendons hommage pour une puissance d'occupation? Eh bien, rendons hommage à la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son rôle n'était pas à ce point déterminante comme elle a pu l'être dans les conflits depuis 1945. Pensez aux guerres de décolonisation qui ont lancé cette histoire nouvelle, où c'était toute une société qui se mobilisait activement, militairement, ou tout simplement par sympathie, aide, échange d'informations. Et tout ceci, c'est les sociétés en marche qui modifient profondément le sacro-saint équilibre de puissance. Parce que même une société mal organisée, mal armée, mal éduquée, qui n'a pas de ressources technologiques très fortes, a un type de volonté et surtout un type d'insertion dans le tissu local qui fait que l'occupation devient quelque chose de plus en plus difficile. Et les partisans en sont évidemment ceux qui se mobilisent
l'incarnation. Et on a plein de témoignages. Le rôle de ceci, du téléphone portable dans l'échange d'informations. Et ça, c'est quelque chose de nouveau lié à l'essor de la technologie moderne qu'on retrouve en Ukraine, mais que l'on retrouvait aussi en Afghanistan, qu'on trouve dans le Sahel, qu'on trouve en Syrie, qu'on trouve partout. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, les sociétés courent plus vite que le politique. Les sociétés courent plus vite que le politique. Il y a une chose qui ne change pas. Je voudrais qu'on regarde une vidéo d'arrestation d'un, entre guillemets, collabo. On va la regarder ensemble. Et ensuite, je vois Olivier Weber qui, je ne sais pas comment dire, mais a l'air soucieux à l'idée de regarder ces images. On les regarde. Et vous nous dites après ce que vous en pensez. Ça se passe en Ukraine. La police ukrainienne vient arrêter un homme présumé collaborateur des Russes. Bon alors, il est où votre sale mec? Il est là-bas. Allez, sortez tous de la maison et appelez les autres. Bon, comment va le monde russe? Je n'ai rien à dire. T'as rien à dire? Alors viens, t'as une carte d'identité? Oui, dans la maison. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non, il n'y a personne. FSB, tu attendais le FSB, fumier? Calmez-vous tout le monde. Créons pas de problème. Bon, je suis désolé. Comment tu t'appelles? Olga. Olga? Olga, viens avec moi à la maison. Les gens disent qu'ils ont un passeport russe. Ils faisaient peur à tout le monde avec le FSB. Je ne faisais peur à personne, ils étaient de l'autre côté. Il était dans cette maison, c'est son fils. Écarte les jambes. T'es un collaborateur, avoue-le. J'étais payé. Tu touchais combien? Tu travaillais où? J'étais assistant de laboratoire à l'université. Ok, assistant de laboratoire et accessoirement expert en artillerie, non? D'où vient ton argent russe? J'étais payé à l'université. C'est une sacrée somme. T'étais payé comme ça à l'université? Voilà, donc c'est une vidéo qui a été vérifiée. Comme toutes les vidéos qui passent sur LCI, ça se passe à Kherson. Isabelle Lasserre, quand vous regardez cette arrestation, complaisamment ou pas, filmée, c'est aussi la vie, hein, vous montriez votre portable, maintenant tout se fait à ciel ouvert, on va dire. Ça ne change pas. Voilà. Quand l'Ukraine recouvre son territoire, elle chasse ses collaborateurs. C'est la vie de la guerre. Dans toutes les guerres, c'est exactement la même chose. Alors, il y a 5 minutes, on parlait des partisans. Et l'histoire précédente était très intéressante parce qu'elle montre vraiment que en fait, la guerre russe en Ukraine est une guerre, côté ukrainien, une guerre patriotique. Et ça explique pourquoi, dès le premier jour, en fait, les Ukrainiens ont vraiment résisté parce que toute la société est derrière eux. Alors, bien évidemment, il y a des zones où il y a des collaborateurs, soit par idéologie, soit par intérêt financier, soit par faiblesse. Enfin, c'est toujours la même chose dans toutes les guerres. Et là, les Ukrainiens, enfin l'armée ukrainienne et les services secrets ukrainiens sont assez rapides pour essayer de les débusquer. Enfin, c'est vraiment à chaque fois qu'ils récupèrent une ville, c'est une des premières choses qui est faite. Et les partisans aussi, dont vous parliez tout à l'heure, renseignent et quelquefois agissent dans les villes qui étaient ou qui sont encore occupées par les Russes contre les collaborateurs. C'est aussi assez ça la rapidement guerre. repérés, ouais. C'est aussi ça la guerre. D'un côté, des hommes qui effectivement s'engagent au péril de leur vie, pas seulement les soldats, des civils. C'était quand même le même. La résistance. Ça a été quand même pendant très très longtemps le même pays, le même système, la même pénétration des services secrets. L'est de l'Ukraine est quand même resté assez longtemps partagé entre l'Ukraine et la Russie. Donc, surtout dans cette guerre-là, il y a des risques et beaucoup d'exemples de collaboration. Donc, des risques pris et des collaborations, compte tenu de l'enchevêtrement, évidemment, linguistique, historique, familial. Absolument. De la puissance de la pénétration soviétique, puis russe au sein de l'Ukraine. Amiral, vous, c'est un problème le militaire. difficile pour les sociétés. C'est pas militaire, c'est un problème difficile pour les sociétés. Et
Une des solutions qui a été trouvée, c'était peut-être celle qui a été mise en œuvre au Rwanda, dans laquelle il y a eu une espèce une politique très forte de, entre guillemets, conciliation. Parce qu'autrement, la société est fracturée et pour très très longtemps. Parce qu'elle va chercher en son sein les traîtres et le soupçon existera toujours, surtout comme vous l'avez souligné, dans des sociétés qui ont été aussi étroitement mêlées que la russe et l'ukrainienne, dans lesquelles il y a des liens familiaux extrêmement importants. Alors, est-ce qu'il y aura, comme au Rwanda, des espèces d'assemblées pour essayer de mettre en face les victimes et les assassins? Je ne sais pas, mais en tout cas, la société ukrainienne va être tout à fait fracturée parce qu'elle a été très profondément russo-ukrainienne. Oui, là, ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez orchestré, d'assez paramétré, médiatisé, donc, parce qu'il est filmé évidemment par les forces ukrainiennes à destination médiatique. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens, avec la défense territoriale, avec des miliciens, traquent dans les villes, à Kharkiv, à Odessa, ce qu'on appelle les diversanti, c'est-à-dire les collaborateurs, les informateurs des Russes, pro-Poutine évidemment, qui ont informé donc les Russes de telle cible, etc. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Ce qu'il ne faut pas, c'est deux choses. C'est d'une part la dénonciation de voisinage par jalousie. Tout russophone, même pro-Poutine, n'est pas forcément un agent de Poutine, donc ça c'est important de bien séparer. Russophone n'est pas un agent de Poutine. Tout à fait. Absolument. Et puis, deuxièmement, les exactions. Il y aura des règlements de compte, il y aura, comme il y a eu pendant les libérations, y compris de la part de faux résistants qui dénonçaient un voisin, etc. Et évidemment, dans une guerre, il est très difficile de préserver l'état de droit. Et c'est toute, évidemment, la logique, c'est tout la gageure, on va dire, le défi. Vous avez raison. La vidéo ne dit pas est-ce qu'ensuite les hommes sont conduits, est-ce qu'ils sont présentés devant un juge, comme ça doit être le cas, évidemment. Dans tout à fait. Et on sait très bien que le SBU, effectivement, a été formé à la même école que le FSB et l'ex-KGB. Et je suis tout à fait d'accord sur le côté, il n'y a pas de paix sans justice. Il faut qu'il y ait une commission réconciliation, comme il y a au Rwanda, comme il y a au Guatemala, comme il y a au Colombie, comme il n'y a pas eu au Cambodge, malgré le tribunal spécial pour les crimes de génocide. Et finalement, la société, sinon, sera fracturée pendant 70 ans. Ce qui nous frappe, évidemment, ce sont les civils qui sont un petit peu derrière les militaires et qui invectivent l'homme. On sent ce besoin humain, peut-être, je ne sais pas, trop humain, comme disait l'autre, qu'ils rendent compte. Pas seulement derrière les militaires. Et voyons l'histoire longue. Au début, au Moyen-Âge, la guerre et la société étaient complètement séparées. La société ne savait même pas qu'il y avait une bataille à Bouvines, par exemple. Ensuite, il y a eu l'effet de la guerre sur les sociétés. Les razzias, les épidémies, toutes les conséquences. On est au niveau conséquentiel. Puis après, il y a eu la levée en masse, qui était un peu plus fusionnelle. Nous sommes au temps de la Révolution française. Et puis après, il y a eu les bombardements des villes, mais qui étaient encore instrumentalisés par une action militaire. Maintenant, la fusion est complète entre la guerre et la société. Et ce caractère fusionnel a pour effet de priver le politique de cette part de stratégie souveraine qu'il caractérisait autrefois. Le prince ne peut plus décider tout seul parce que la guerre, elle est au moins autant sociale que politique et que donc les possibilités de négociation se trouvent rétrécies. C'est facile relativement facile de négocier entre États, entre diplomates. Essayez de négocier entre sociétés. Vous verrez que la chose est infiniment plus complexe et on en est un peu là. C'est pour ça que les guerres ne se gagnent plus ni ne se perdent. C'est pour ça qu'il n'y a plus de négociations à l'issue des guerres. C'est parce qu'il y a une mutation, une appropriation sociale de la guerre. Et là, on en voit un exemple tout à fait remarquable.